Bonjour à tous, c'est Pelage de Lune et on se retrouve pour une vidéo qui va parler du cycle 5 de la guerre des clans. Alors à la base, j'avais prévu de faire une vidéo par livre, comme je l'avais expliqué dans une vidéo précédente, mais il s'est avéré que ça représentait pas mal de taf et j'ai pas tant le temps que ça, donc j'ai décidé de tout regrouper en une vidéo pour le cycle en entier. Je m'excuse aussi pour le montage relativement minimaliste de cette vidéo, je sais pas encore à quel point ça le sera, mais j'ai vraiment pas spécialement le temps de faire un montage chiadé, surtout pour une vidéo qui risque de prendre quand même un certain temps. Enfin, je sais pas, je l'ai pas encore record. Donc j'espère que ça vous conviendra comme format et n'hésitez pas à vous occuper les yeux en attendant parce que ouais, niveau montage, je pense que ce sera pas très intéressant à voir. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais parler un par un des 6 livres, en commençant bien sûr par le premier, Le Sentier du Soleil. Et c'est un livre qui dès le début aborde des thèmes plutôt intéressants. Parce qu'on parle notamment de la séparation des êtres chers, notamment avec Douce Pluie qui veut que Gripoil quitte les montagnes pour son bien, et Ciel Bleu et sa compagne qui n'ont pas la même opinion, etc. Et c'est un thème qui avait jamais vraiment été abordé dans la guerre des clans, dans le sens où avant, tous les déplacements longue distance que les chats effectuaient, c'était des déplacements globaux, c'est-à-dire le grand périple du cycle 2, c'était tous les chats qui se déplaçaient, donc il n'y avait pas spécialement de séparation avec les êtres chers. Bon, à part Nuage de Jet. Et ce qui m'a fait un petit peu, ce qui m'a amusé, c'est que notamment Douce Pluie qui voit partir ses enfants, c'est une problématique que je pensais pas voir un jour abordée dans la guerre des clans parce que c'est quelque chose qui touche pas trop le public cible de la saga, on va dire, voir partir ses enfants. Et donc j'ai trouvé ça amusant qu'il l'ait abordé là. Dans les séparations dont on peut parler aussi, même si bon c'est pas la même chose que Douce Pluie parce qu'il s'éloigne pas de plusieurs dizaines de kilomètres, mais il y a aussi Gripoil et Ciel Bleu. Qui vont se séparer suite à la mort de Tempête, où il me semble que c'est Ciel Bleu qui dit à Gripoil tu n'es plus mon frère, donc c'est une séparation familiale assez importante. Donc voilà, ça c'est un peu les aspects autour de la famille qu'il y avait dans ce premier tome, et que j'ai trouvé assez intéressant parce que, au final, pas tant que ça traité avant, même si ça parlait beaucoup de la famille, mais c'était surtout intragénérationnel avant. Par exemple, les cycles 3 et 4 où on suit les enfants d'étoiles de feu et tout. Là, c'était très... on suivait seulement des personnages de la même génération, alors que dans ce tome 1 et puis dans le cycle en entier, en fait, on suit plutôt des gens de la famille avec les parents, les enfants, machin. Et donc, c'est abordé d'un aspect qui n'avait jamais été abordé par le passé, j'ai trouvé. Une autre question abordée dans ce tome 1 et qui est relativement intéressante, c'est la question de qu'est-ce que les chats attendent de leur clan. Donc ça avait déjà été abordé avant dans le passé, dans la guerre des clans, notamment via l'angle des chats errants et des chats domestiques. Mais ici, on a une confrontation entre ceux qui veulent une sécurité alimentaire de la part de leur clan, et qui souhaitent donc bouger et partir des montagnes, contre ceux qui veulent avant tout avoir une maison et une famille, notamment Gripoil et sa mère, et qui voient pas trop l'intérêt de partir pour cette raison. Là, j'avais pris d'ailleurs une citation de Douce Pluie, la mère de Gripoil, qui dit c'est chez moi pour le meilleur comme pour le pire. Donc ça représente bien la mentalité de l'attachement au domicile, on va dire, plus que de simplement chercher une sécurité alimentaire au sein d'un clan. Et au final, le thème est poussé même un peu plus loin à la fin du tome 1, où il y a la formation de ce qu'on pourrait appeler la mentalité de clan, où Ciel Bleu est prêt à abandonner des membres de sa famille pour le bien de son groupe. Et c'est quelque chose d'ailleurs qui choque énormément Ombre Noire, qui dit qu'on fait passer sa famille et les êtres chers avant tout. Donc on voit justement cette dualité de la vision d'un clan, ou est-ce que c'est plutôt une famille, ou est-ce que c'est plutôt un groupe de chats qui s'entraident. Et c'est quelque chose qui est pas mal appuyé sur l'entièreté de ce tome. De ce point-là, on peut citer Ciel Bleu comme presque un précurseur de la dimension clanique des groupes de chats, et c'est encore en émergence à ce stade du cycle, mais c'est relativement intriguant de se demander quels événements vont faire que le reste des chats va aussi adopter ce modèle clanique par rapport à ce qui existait avant, c'est-à-dire un seul groupe de chats et un peu une famille entre eux, quoi. Donc maintenant je vais passer au tome 2 qui s'intitule Coup de tonnerre. Et donc là, comme le titre l'indique, c'est relativement plus conflictuel comme tome, parce que c'est le début des emmerdes avec Ciel Bleu et le reste des chats. On commence bien le livre avec Ciel Bleu qui dit à Tonnerre qu'il l'a abandonné pour le tester et par amour. Bien sûr, tout parallèle avec des relations amoureuses ou familiales abusives serait tout à fait fortuit. Et il pousse Tonnerre au point de le mettre en danger pendant ses entraînements. Et même si Ciel Bleu a un but entre guillemets noble,
ce qui n'est pas toujours le cas dans des situations réelles dans les relations abusives, ça reste un bon parallèle pour les relations toxiques qu'on peut avoir dans la vie. C'est notamment appuyé par le fait que Tonnerre était très jeune quand il a été entraîné dans cette entre guillemets relation toxique, et il regrette, on le sait à la fin, mais il n'arrive pas vraiment à en sortir, et c'est un peu comme un cercle vicieux. On a aussi l'apparition de la thématique des frontières, qui n'existait pas encore donc dans le tome précédent, et là on a une vision plus asymétrique que ce qu'on a dans les différents cycles, parce que pour le coup, les frontières à ce stade, elles sont pas partagées entre différents groupes de chats, il n'y a qu'un groupe qui a une frontière, et qui a donc il y a la thématique de l'expansionnisme relatif aux frontières, et les gens qui perdent la vie à cause de ces frontières, ce sont plus des guerriers qui se battent pour la frontière, pour décider d'où elle est ou quoi, ou parce que d'autres l'ont trépassée, mais ce sont des non-guerriers qui, pour le coup, avaient rien demandé à personne. On peut noter la mort de Brume. Et donc c'est ces personnes-là qui sont les victimes premières des frontières au moment où elles arrivent en réalité. Je pense que c'est relativement important et intéressant de noter justement que les premières victimes des frontières, avant d'être les gens des deux côtés qui se battent pour savoir où devrait être la frontière, c'est les gens qui avaient rien demandé à personne et qui se retrouvent juste au mauvais endroit, par pur hasard, et qui se font, dans le cas de Brume, tuer. Le livre évolue doucement vers ce qu'on pourrait appeler une sorte de proto-fascisme, bon, bien sûr avec des guillemets, mais dans le sens où Ciel Bleu devient un chef complètement autoritaire. Donc dans son clan, il y a un espèce de culte de la force, du rejet des faibles et des malades, de l'inconsidération totale pour les exogroupes, que ce soit les chats errants ou le groupe dans lequel est encore Gripoil. Et donc c'est pour ça que j'ai utilisé le terme de proto-fascisme, parce que tous ces éléments-là, c'est un peu ce qui est considéré comme les signes avant-coureurs, ou en tout cas une partie des signes de l'émergence du fascisme. Mais malgré tout, je pense que le livre n'a pas un propos politique si poussé que ça, parce que notamment il ne traite pas du tout l'aspect de l'inaction des chats du groupe de Ciel Bleu. Parce que c'est vrai que les chats du groupe de Ciel Bleu, ils font pas tant quelque chose pour l'empêcher, mais c'est pas du tout traité dans le livre en fait. C'est pas, ils disent pas que c'est positif, que c'est négatif, ils l'adressent pas du tout. Et donc dans cette optique-là, le parallèle avec la vraie vie est relativement limité, parce que dans la vraie vie, il faudrait justement parler de quelles personnes font que ce fascisme peut s'installer ou non, et quelles sont les résistances qu'il pourrait y avoir. Donc là, c'est plutôt de l'ordre de l'interprétation de ce qui est en train de se dérouler, mais le livre ne traite pas vraiment de ce sujet en lui-même. Globalement, mon avis sur ce livre-là est un peu mitigé, parce que y a donc cette transition vers un genre de fascisme de Ciel Bleu qui est assez intéressant, mais d'un autre côté, il s'est pas passé non plus énormément de choses d'un point de vue histoire, et je pense que j'aurais fini par m'ennuyer si ça avait duré plus longtemps. Donc ensuite vient le tome 3 qui s'appelle La Première Bataille, donc relativement explicite comme titre, et notamment on peut citer le prologue de ce tome 3 qui j'ai trouvé assez sympa. J'ai même noté une petite citation de conteuse qui verrait bien un post d'inspiration sur Instagram, où elle dit « C'est quand on en a le moins qu'on partage le plus, et c'est quand on en a beaucoup qu'on devient moins généreux ». Bon, ça fait un peu la phrase shitpost qu'on a déjà entendu tous 1000 fois plus ou moins ironiquement, mais j'ai trouvé que l'impact était fort parce que ça résumait parfaitement ce qui se passait avec Ciel Bleu. Et ensuite, elle enchaîne avec ce qu'on pourrait appeler un spoil du livre, même si bon, le titre même du livre, La Première Bataille, ça spoilait déjà, mais conteuse dit que le sang est un signe de changement, et que les chats des montagnes apportent le changement. Donc si vous faites juste une concaténation des deux, vous avez que les chats des montagnes apportent du sang. Donc ça veut dire qu'il va se passer un truc. Et là, ce qui est super intéressant, c'est que dès le chapitre 1, et dans les deux clans, que ce soit le clan du coup de Gripoil et Ombre Noire, et le clan de Ciel Bleu, on a l'apparition d'un élément central de la guerre des clans qui est l'entraînement au combat. En plus d'appuyer la tension initiée dans le prologue, je trouve que c'était bien vu de montrer que la militarisation, donc c'est-à-dire l'apparition de l'entraînement et de la volonté de faire des combats en fait, ça vient d'abord du groupe de chats expansionnistes, donc le groupe de Ciel Bleu, qui sont dans l'action et non dans la réaction. C'est-à-dire que eux ils attaquent dans un but expansionniste justement, et les autres ils sont obligés de se militariser en fait dans le but de se défendre. C'est un peu le tout début de l'escalade de la violence, escalade qui se terminera là où on sait dans le futur, dans les autres cycles précédents, où des guerriers meurent très régulièrement dans des batailles de territoire ou même des petits conflits frontaliers. On peut se demander aussi si donc la peur irrationnelle de l'hiver de Ciel Bleu, dont il se sert pour justement justifier sa politique expansionniste, est-ce que c'est une excuse un peu bidon qu'il a trouvée pour se justifier, ou est-ce que c'est une vraie raison qu'il a, une vraie peur qu'il a, et que à ce moment-là, on peut lui, entre guillemets, pardonner
d'avoir cette attitude, dans la mesure où il le fait avant tout pour son groupe de chats. Et je trouve ça intéressant de noter que la politique de Ciel Bleu, même si c'est une réelle raison et qu'il a vraiment crainte que l'hiver apporte la famine à ses chats, bah ça a quand même les conséquences désastreuses qu'on a vues. Et donc c'est un bon parallèle, je pense, avec les politiques autoritaires qu'on peut trouver dans le monde réel. Et c'est là que ça brise un peu le cœur de voir des chats comme justement Tonnerre qui s'opposent à cette militarisation au sein du groupe qui est en train de se militariser, mais qui est obligé de la subir parce que en fait, personne ne lui laisse le choix. Là, on peut envoyer un autre parallèle avec le fascisme, qui est la paranoïa de Ciel Bleu, ce côté grand complot où il pense que tout le monde est contre lui, son fils, son frère et même les membres de son clan. Il y a une perte totale de la confiance en fait. Et ça, c'est typiquement le genre d'état d'esprit qu'on retrouve que ce soit dans le complotisme ou dans l'extrême droite, et qui pour le coup, je pense, a été intégré consciemment au livre, c'est-à-dire qu'ils ont vraiment voulu montrer que la personne qui se militarisait et qui était en train de devenir autoritaire avait cette peur et ce manque de confiance totale en tout son entourage. Donc cette paranoïa complète de Ciel Bleu, elle s'accompagne aussi de sentiments négatifs, comme le fait qu'il soit toujours en deuil de Source Claire, les souvenirs douloureux du voyage et des montagnes, la mort de Tempête. Ça fait que sa politique est basée un petit peu sur les sentiments, et c'est sa principale justification juste avant la bataille. D'ailleurs, en parlant de la bataille justement qui arrive, c'est une bataille qui est très très sanglante, très meurtrière, voire même possiblement, je dirais, la bataille la plus meurtrière de la guerre des clans. Par contre, j'ai trouvé l'écriture un peu étrange dans la mesure où on était vraiment dans le feu de l'action et donc on s'attardait pas du tout sur les morts et ça paraissait presque irréel la manière dont tout le monde mourait comme ça, comme des mouches un peu. Ce qui est fou, c'est qu'à la fin, Ciel Bleu a l'air de toujours considérer qu'il a fait les bons choix. Et en fait, on peut rattacher ça à l'attitude qui dit « la fin justifie les moyens », dont il se détache jamais vraiment en fait. Et il accepte simplement d'essayer d'autres moyens suite à l'apparition du clan des étoiles. Et justement, en parlant du clan des étoiles, on peut en parler. Je pensais que la création du clan des étoiles et des assemblées serait un truc qui se passerait plus d'un point de vue plus intimiste, par exemple dans des rêves. Mais en fait, non, le truc, c'est une apparition grandiose. Et je trouve que ça suit un petit peu le problème de la démystification du clan des étoiles qu'il y a depuis les cycles 3 et 4. Et honnêtement, je pensais qu'on serait un petit peu épargné de ce problème dans le cycle, mais au final, c'est pas le cas. Après, il faut dire que le fandom entier s'est plaint de la démystification du clan des étoiles, mais si ça se trouve, la guerre des clans ce serait juste devenu chiant à mourir si les Eri n'avaient pas un peu step up pour augmenter l'importance des enjeux liés au clan des étoiles. Donc je me dis, peut-être que c'était un mal pour un bien, j'en sais rien. Je peux pas deviner, je ne connais pas la guerre des clans telle que ça aurait été si jamais le clan des étoiles n'était pas devenu si important dans la vie des chats en vie. Mais bon, ça n'a pas vraiment de rapport avec le cycle dont je suis en train de parler. Dans cette apparition du clan des étoiles, il y a quand même un truc qui m'a particulièrement trigger, c'est une citation de Tempête qui dit « Nous vous avons montré qu'il ne faut pas redouter la mort ». Et bon, j'ai pas envie de m'y attarder pendant 30 ans, mais il y a genre 1000 trucs qui vont pas dans cette phrase, à la fois pour l'univers de la saga, mais aussi comme truc à écrire dans un livre en fait. Je vais pas trop m'étendre dessus, mais ça me plaît quand même pas trop de voir littéralement des phrases autodestructrices placées comme ça dans un livre sans désamorçage. Enfin bref, on va enchaîner avec le tome 4 qui s'appelle L'étoile flamboyante. La bataille semble avoir marqué les chats au point de les décourager de prendre le chemin de la militarisation. Mais bon, malheureusement, on sait que les 4 cycles antérieurs nous disent que ça ne durera pas. Malheureusement, les interactions avec le clan des étoiles et les chats vivants, ça s'arrête pas, et j'ai vraiment l'impression que pour le coup c'est une solution de facilité pour régler les conflits. Plus dans ce tome-là que dans celui d'avant presque, parce que là pour le coup, c'est vraiment, ça fait avancer l'histoire, les interventions du clan des étoiles, et il faut juste pas en fait, enfin, il faudrait que ça reste sous forme de prophétie, comme il y a justement dans les cycles 1 et 2. Et donc là pour moi c'était un peu trop dans ce tome 4. Petite parenthèse amusante de ce tome 4, c'est que Gripoil qui va vivre chez Rivière Ondoyante, ça m'a fait marrer. Parce que même s'il n'y a rien d'explicite, j'ai trouvé que leur relation avait l'air un petit peu plus que platonique. Je sais pas du coup si le fandom les ship ou pas. Bon, le fait est que Gripoil a quand même genre 3 compagnes déjà dans le cycle, donc ça fait déjà beaucoup. Mais avec Rivière Ondoyante, je trouvais qu'il y avait un petit truc, alors je sais pas. Un truc que j'ai trouvé quand même très très intéressant, c'est Tonnerre qui panique à l'idée que les chats se séparent. Pour le coup, c'est un peu une continuité des 3 premiers tomes, dans l'idée où Tonnerre il était vraiment contre la séparation des chats de base, mais le fait qu'il reste contre, malgré le problème donc de l'épidémie qu'il y a à ce moment-là, par pure idéologie du coup, ça me semble être intéressant à montrer en fait. Bon, petit rappel de scénario pour ceux qui l'ont pas lu depuis longtemps. Donc en plus de l'épidémie dans ce tome-là, il y a aussi Born qui donc essaye de prendre le clan de Ciel Bleu à un moment.
Et j'avoue que le coup de borgne qui laisse une marque sur les coussinets des autres chats, ça me semble un petit peu abusé. Et ça fait vraiment grand méchant pas gentil. Et j'avoue que pour le coup, j'ai trouvé ça un peu trop manichéen. Bon, ça m'a fait penser un peu au clan du sang, curieusement. Je sais pas si c'était voulu comme comparaison. Mais c'est vrai que bon, un peu plus de nuances s'il vous plaît, quoi. Il y a un arc que j'ai adoré par contre, c'est l'arc de Fleur d'étoile. Donc quand elle trahit Tonnerre. Et c'est donc cette trahison qui va amener à la bataille finale du livre, où Borgne trouve la mort. Pour le coup, cette bataille-là, je l'ai trouvée pas si bien que ça, mais je saurais pas dire exactement pourquoi. C'est peut-être allé un peu trop vite, ou il y avait pas assez d'enjeux, enfin, bref. Ce que je retiens avant tout de ce tome 4, ça reste que la création des 5 clans, ça se fait un peu babysit par le clan des étoiles. De la même manière qu'ils ont vraiment poussé à la création des assemblées, même si ça s'appelle pas encore assemblée. Et j'avoue que j'aurais préféré voir une création de 5 clans qui se fasse purement naturellement. Ensuite, on enchaîne avec le tome 5 qui s'appelle Une forêt divisée. Et là, pour le coup, j'ai pas grand chose à dire sur ce tome 5 parce qu'il se passe pas énormément de choses dans la première moitié. Et on se concentre sur les personnages qu'on connaît déjà et comment ils appréhendent les changements au sein de leur nouveau territoire. Ce qui est amusant, c'est qu'on sent le conflit tonnerre-ciel bleu qui monte au début du livre. Et j'aime également bien que Fleur d'étoile reste un personnage très ambigu et entouré de flou, même si elle causera pas d'ennui par la suite. Il y a aussi donc l'arrivée de Douce Pluie et Ombre Solaire que j'avais failli oublier parce qu'ils sont partis dans le tome d'avant, il me semble que c'est dans l'épilogue ou dans le prologue, je sais plus, enfin ils se barrent de la tribu des montagnes. Il faut avouer que la mort de Douce Pluie, je l'ai trouvé étonnamment triste. Et c'était un peu la conclusion de l'arc commencé au tome 1 sur la famille et la séparation, mais pas complètement, je vais revenir là-dessus à la fin de la vidéo. Et à la toute fin du livre, un peu en cliffhanger, il y a l'ultimatum de Balafre qui arrive un petit peu comme le dernier conflit maintenant que les clans sont formés. Et donc c'est là-dessus qu'on enchaîne sur le tome 6 qui donc comme je disais se concentre surtout sur le conflit avec Balafre et au final on parle plus trop des clans et de leurs relations entre eux puisque maintenant ils sont déjà créés et donc ça fait que le livre est un petit peu à part du reste, j'ai trouvé. Ça fait presque comme si le cycle c'était 5 livres sur la création des clans plus un livre sur la relation avec Balafre et les chats qui vivaient avec Balafre. Et j'avoue que j'ai du mal à savoir si c'est parce qu'il y avait besoin d'une grande confrontation finale ou si c'est parce que les Eri n'avaient plus grand chose à dire sur la création des clans, et dans ce cas-là je pense que c'est dommage parce qu'il y avait peut-être plus de choses à raconter si justement elles avaient évité cette simplicité d'utilisation du clan des étoiles pour la création des clans et des assemblées. Par contre, il y a quelque chose que j'ai trouvé très très touchant dans ce livre, c'était la réconciliation entre Ciel Bleu et Tonnerre, même si bon, c'est pas adressé pendant plus de 2-3 pages à 2 endroits je crois. Et j'avoue que ça aussi, en plus de la mort de Douce Pluie, c'est quelque chose qui vient aider à conclure l'arc sur la famille qui était commencé dès le tome 1 en fait. Sans rapport, il y a aussi la problématique d'accueil des chats de Balafre qui est intéressante parce que globalement c'est assez nouveau dans la guerre des clans. La question d'accueil ponctuel d'un chat domestique, ça avait déjà été soulevé, littéralement quand Rusty arrive dans le tome 1 en fait, mais jamais un grand groupe de chats étrangers. Et là on peut facilement faire le parallèle avec la crise migratoire que le monde connaît en ce moment. Par contre, je dois dire que la fin de ce livre, elle était vraiment beaucoup trop triste. Et bon, même si j'avais un petit peu pré-shot la mort de Gripoil, parce que ça fait quand même plus de 3 tomes qu'il est malade, j'avoue que ça m'a pas aidé à mieux vivre ce moment. Notamment à cause du fait que je crois bien que c'est la première fois qu'on vit la mort d'un chat à travers son propre point de vue dans la guerre des clans. Bon, après, d'un autre côté, et heureusement j'ai envie de dire, la tristesse de la scène n'était pas super appuyée dans la narration, donc ça m'a pas mis non plus trop dans le mal. Et note positive pour ce livre, il faut noter que la seule intervention du clan des étoiles, ça s'est fait entre Gripoil qui était vraiment mourant, et d'ailleurs il était le seul à les voir, et eux. Et donc ça veut dire qu'à aucun autre moment il y a eu le clan des étoiles qui se sont ramenés parmi les vivants. Et pour le coup là j'ai trouvé que le clan des étoiles était bien traité dans ce livre. Je trouve ça un symbole très fort que en fait en même temps que Gripoil est en train de mourir, il y a ces chatons qui donnent les noms des 5 clans. Et pour moi c'est intéressant dans l'optique où ça fait un peu de Gripoil le père entre guillemets de l'ensemble des clans en fait, et ça le rattache vraiment à leur histoire. Et j'ai trouvé que c'était un assez beau symbole à faire en même temps que sa mort. Par contre, point négatif du livre, je pensais pas qu'ils allaient laisser l'arc de Balafre à moitié fini, et je sais pas si le but était de le poursuivre dans des hors-séries ou des romans graphiques, ou juste de donner des indices comme quoi ils allaient potentiellement devenir le clan du sang, mais en tout cas j'ai trouvé la fin un petit peu bizarre, c'est-à-dire que Balafre il se barre juste avec 6 chats, et on sait pas ce qu'ils deviennent, on sait pas s'ils vont essayer de se revenger encore. Il y a juste Tonnerre à un moment qui dit qu'ils reviendront pas, mais on sait pas d'où il sort ça, ça sort un peu de nulle part. Et donc voilà, j'ai
pensais que ils auraient pu conclure un peu mieux cet arc avec Balafre. Donc voilà, ça c'était un peu mon avis sur les livres un par un. Et maintenant je vais parler un petit peu plus du cycle, notamment les thèmes qui sont abordés dans le cycle d'une manière plus globale, plus extérieure au livre. Et notamment la manière dont c'est traité. Donc notamment il y a la création des clans, donc ça c'est le thème central du cycle. Mais au final, surprenamment, c'est abordé d'un point de vue qui est super familial du début à la fin. C'est-à-dire que les seuls personnages qu'on suit, il me semble les seuls points de vue qu'il y a dans le livre, c'est Ciel Bleu, Gripoil et Tonnerre. Et pour le coup, ils sont tous dans la même famille. Mais pas de la même génération, c'est un peu ce que je disais avant, où dans les autres cycles, on avait surtout des chats de la même génération entre eux. Là, c'est vraiment plus intergénérationnel. Et comme je l'ai déjà expliqué, ça a permis d'aborder des optiques de qu'est-ce que les chats recherchent dans un clan en fait. Est-ce qu'ils cherchent une famille ou est-ce qu'ils cherchent un groupe utilitaire qui leur permet de survivre mieux? Et ce qui est amusant, c'est que alors que dans le milieu du cycle, on a l'air de se diriger plus vers des groupes utilitaires, donc pas forcément avec des liens d'affection forts entre les chats, à la fin, notamment dans ce dernier tome, on a des réflexions, notamment il me semble Gripoil en a une, où il se rend compte qu'au final, les chats de son clan, c'est sa famille en quelque sorte. Et donc ça ramène complètement l'optique des clans vers l'optique familiale dont on s'était un petit peu détaché au début suite à la séparation en différents groupes de chats. Et donc ça, j'ai trouvé ça quand même très très bien amené. Une autre chose que je voulais aborder sur la fin notamment du cycle, c'est qu'on termine quand même les 2 derniers livres avec une entente quasiment parfaite entre les 5 groupes de chats, alors qu'on sait que dans les 4 premiers cycles, c'est pas du tout une entente cordiale, et donc ça veut dire que la situation va se dégrader après. Et j'avoue que moi je m'attendais pas à ça en commençant ce cycle, je pensais qu'il allait y avoir seulement des conflits qui allaient graduellement s'accentuer, et je pensais qu'à partir du moment où il y avait eu des conflits avec Ciel Bleu, en fait ça allait pas s'arrêter, alors qu'en réalité ça s'est arrêté, les chats se sont regroupés, ils se sont re-entendus ensemble même s'ils vivaient séparément, et au final ça veut dire que la situation va se dégrader plus tard. Là encore, je sais pas si c'est un aspect qui était censé être évoqué dans des hors-séries ou dans des romans graphiques futurs, ou si c'est juste qu'on doit s'imaginer comment la situation a pu se dégrader à partir de là. Mais c'est vrai que le cycle finit plutôt sur une note positive et je pensais pas qu'il allait se finir d'une manière si optimiste par rapport au fait qu'il y ait 5 groupes de chats qui vivent au même endroit et qui peuvent potentiellement se foutre sur la gueule pour des histoires de frontières, même si ça s'est stoppé à la moitié du cycle. Donc voilà, c'est globalement tout ce que j'avais à dire sur ce cycle 5 de la guerre des clans. Globalement, c'est quand même un cycle que j'ai pas mal aimé. J'avoue que j'ai toujours du mal à classer un peu les cycles entre eux et j'aurais du mal à dire si je les préférais ou non aux 2 cycles précédents. Mais j'avoue que c'était quand même sympa d'aborder la création des autres clans et d'apprendre à connaître un petit peu d'autres chats dont on n'avait jamais entendu parler avant. C'est vrai que ça change pas mal et ça fait un petit peu une respiration au final dans la longueur de la saga où on change de chat, on change d'environnement, de contexte. Et voilà, j'ai trouvé ça intéressant. En attendant, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo qui était, bon, on va pas se mentir, un peu trop longue, mais j'ai fait de mon mieux. C'est pour ça que j'ai dit aussi que c'était un peu un format podcast, c'est parce que comme ça, je peux prendre mon temps et ça fait le temps que ça fait, voilà. Je ne peux pas donner de garantie sur la prochaine vidéo parce que j'ai pas commencé à lire le cycle suivant, ni les hors-séries que j'ai pas encore lus. Et on va pas se mentir, c'est pas ma priorité en ce moment au niveau lecture. Mais ça arrivera forcément un jour et donc je vous ferai des vidéos sur soit les hors-séries, soit des livres d'un cycle, soit un cycle entier en fonction de la vitesse à laquelle je le lis et du temps que j'ai de disponible à ce moment-là. Merci beaucoup d'avoir regardé, n'hésitez pas à laisser dans les commentaires vos avis à vous sur ce cycle 5, qu'est-ce que vous en avez pensé, quelles sont les thématiques qui vous ont peut-être plus marqué que les autres, et on se retrouve la prochaine fois, je sais pas quand ce sera, mais ce sera bien une prochaine fois. Salut à tous!